Bonjour à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Je vous retrouve pour une de vos émissions intitulée, comme vous savez, Science et civilisation. C'est maintenant, depuis quelques séances déjà, notre deuxième année. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous accompagner au Japon. Monsieur Eddy Dufourmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la civilisation japonaise et nous allons, avant d'entrer dans le détail de vos recherches, faire peut-être un retour sur votre profil et nous orienter un peu vers comment vous vous êtes formé à cette pensée. Vous avez aussi d'ailleurs des accointances avec le Maroc, vous avez des liens avec le Maroc. Oui, des liens familiaux divers qui me rattachent au Maroc. C'est pourquoi je suis très heureux de pouvoir être présent dans cette émission. Très bien, donc vous avez fait vos études d'abord pré-universitaires dans quel pays? J'ai étudié en France et en Allemagne. En France et en Allemagne, oui. Et je suis entré à l'université à Strasbourg pour étudier d'abord l'histoire, avant de commencer les études de japonais à INALCO à Paris. L'Institut national des langues orientales. Tout à fait. Voilà. Et pour le doctorat, je suis parti au Japon, car j'ai obtenu une bourse du gouvernement japonais qui m'a permis de faire mon doctorat sur place à l'université de Tokyo. À l'université de Tokyo, vous avez passé quelques années donc. Tout à fait. Et donc là, c'est pas simplement une thèse sur le Japon, mais c'est une thèse en japonais. Et vous parlez couramment, bien sûr, cette langue. C'est toujours impressionnant. Tout change. On n'a pas le même alphabet. On n'a pas le même. Oui. Mais quand on veut travailler sur l'histoire du Japon, il faut absolument maîtriser les sources qui sont en langue japonaise, dans mon cas. C'est cela. Donc effectivement. Et comment s'est passé ce premier séjour quand vous étiez en thèse? On dit thésard au Japon. Les méthodes étaient différentes, je suppose, que celles que vous avez eues en France. Oui, elles étaient différentes au sens où l'université de Tokyo est très proche du système américain. J'ai été à Komaba, qui est un campus où l'organisation est très différente de la France, puisque ça fonctionne suivant des départements, non pas disciplinaires ou aréales, mais vraiment par rapport à des questions beaucoup plus larges. Et intellectuellement, c'était très stimulant. D'accord. Donc on aborde les choses de manière beaucoup plus synthétique, c'est ça, que analytique. Oui. Et tout de suite, on est plongé dans une perspective globale de l'histoire, ce qui est très rafraîchissant puisqu'on sort du cadre national. Et dans mon cas, mon projet était vraiment au croisement de la Chine, du Japon et de l'Europe. Donc je me suis retrouvé totalement dans la formation qui m'avait été proposée. Alors justement, quand vous dites au croisement de la Chine, de l'Europe et du Japon, on peut prononcer le mot qui est consacré dans ce cas-là, celui de transfert culturel. C'est-à-dire que vous vous intéressez à la manière dont une théorie voyage ou des idées qui ont d'abord eu leur contexte dans un endroit se trouvent transposées via des traductions dans un autre endroit. Tout à fait. Ce n'est pas seulement d'ailleurs une question de traduction, mais c'est vraiment une question de circulation des idées. D'acclimatation ? Oui, parce que ma thèse, au départ, c'est un projet qui a mûri intellectuellement, n'était pas forcément exactement sous l'angle du transfert culturel, mais sans le savoir, j'y étais déjà. Et je m'étais intéressé sur la manière dont le conservatisme japonais s'était formé, non pas vraiment par réaction, disons, contre un Occident qui serait, par exemple, démocratique et contre lequel on opposerait une tradition japonaise. C'est pas ça du tout. Au contraire, c'était un courant qui s'est formé en se nourrissant du nationalisme et du conservatisme européen pour bien se former. C'est cela. Alors votre thèse portait sur Monsieur Masaori. Je sais pas Yasuoka. le dire. Pardon. Yasuoka Masahiro. Bon, j'ai répété, mais vous voyez, je ne suis pas adepte de la prononciation et des mots japonais. Donc, c'est une figure contemporaine au sens où du 20e siècle, c'est cela? 20e siècle. 20e siècle. Et vous vous êtes intéressé sur la manière dont le confucianisme, on va parler du confucianisme dans un instant, mais le confucianisme modèle en quelque sorte la société et comment tout cela est projeté dans l'œuvre de cet écrivain? Oui, presque. À vrai dire,
à l'époque contemporaine, tout est une question de fabrication. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer que ce qu'on appelle le confucianisme lui-même était largement le produit d'une réinvention, d'une fabrication voulue par des gens comme Yasuoka, qui du coup n'hésitaient pas à se nourrir de pensée européenne pour donner de la consistance à ce qu'ils voulaient appeler justement confucianisme. Et c'est comme ça que le conservatisme lui-même, ce qui domine largement le Japon aujourd'hui encore, eh bien, s'est formé dans cette sorte de dialogue entre pensée chinoise, donc confucéenne, pensée japonaise et puis alors qu'est-ce que vous appelez le conservatisme? C'est conservatisme à tonalité politique ou tonalité culturelle ou les deux à la fois? Les deux à la fois. Alors je parle de conservatisme tout simplement parce que les intéressés, enfin les Japonais que j'ai étudiés, utilisent ce terme, qui est à vrai dire une traduction japonaise du terme anglais, conservatisme. D'accord. Parce que souvent on l'entend toujours politiquement, oui. mais pour le Japon, je crois que ça a aussi une incidence culturelle très importante au sens de l'attachement à des traditions. Des traditions fantasmées, inventées au XXe siècle. C'est cela. Et qui reposent largement sur le mythe d'une nation homogène. Et justement, ces idées conservatrices vont vouloir justifier ce mythe d'une nation homogène. Et alors d'où votre mot de fabrique, et je crois que ça a été le second grand travail que vous avez effectué, la fabrique de la pensée japonaise via alors. Quand on parle du Japon, on pense précisément, entre autres, on a parlé du confucianisme, bouddhisme et shintoïsme. Alors tout cela se réinvente, c'est ce que vous dites, se réinvente tout le temps. Il n'y a pas en quelque sorte une pensée figée de ces grandes écoles de pensée, mais aussi comment, ça serait ma question, comment elles entrent en relation, comment le confucianisme entre en relation avec le bouddhisme, si relation il y a, ou est-ce que c'est étanche, et avec le shintoïsme? C'est une question assez complexe parce que c'est presque au cas par cas. Selon les penseurs ou intellectuels qui ont voulu, disons, incarner cette réinvention. Dans le cas du Shinto, à vrai dire, le Shinto n'existe pas réellement tel que les gens l'imaginent. Et c'est précisément à la fin du XIXe siècle, avec l'idée d'avoir une religion nationale, qu'on a voulu faire émerger cette catégorie Shinto, donc shintoïsme, de la même manière d'ailleurs qu'en Inde, on a forgé la catégorie hindouisme, qui, quand on connaît un peu le sujet, et finalement est un terme assez flou. C'est ça, ça commence par être très flottant et puis ça se solidifie en raison d'une idéologie nationaliste ou... Tout à fait. Et c'est par justement l'entrée de catégories de mots nouveaux tels que la religion, la démocratie, la souveraineté, que certains Japonais décident de prendre parti pour telle option. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs, en fait, après la thèse, à m'éloigner un petit peu de cette question de conservatisme pour remonter un petit peu dans le temps, me concentrer sur l'époque Meiji, qui est vraiment la matrice de l'Asie contemporaine. Alors, rappelons ce qu'est l'époque Meiji. C'est donc, on est à la deuxième partie du 19e siècle. Oui. Et là, le Japon, on dit communément, s'ouvre au monde. Et c'est cela qui caractérise cette ère Meiji. Alors, en quoi a consisté cette ouverture japonaise au 19e siècle? Et quand on dit ouverture, ça s'oppose à une fermeture. En quoi le Japon était fermé avant cette ère Meiji? Alors, il y a deux questions. Oui, bien sûr. Alors, l'historiographie, en fait, elle-même est à l'origine de cette notion de fermeture. Ce n'est pas un terme, disons, de l'époque, c'est-à-dire d'avant 1868. À vrai dire, il y avait déjà une sorte d'ouverture avant 1868, grâce à la présence des Portugais, des Hollandais, et surtout des Hollandais d'ailleurs, par lequel, en fait, beaucoup de livres étaient entrés au Japon en pleine fermeture diplomatique, ce qui avait permis à une certaine catégorie de savants de prendre connaissance des avancées technologiques européennes, notamment du point de vue de l'astronomie, de l'anatomie, et de se rendre compte que finalement, les sciences telles qu'elles étaient basées sur le confucianisme, sur la pensée chinoise de manière générale, si vous voulez, étaient quelque part devenues obsolètes. Et qu'il fallait absolument mieux connaître cette science européenne si on voulait, disons, fonder une connaissance réelle du monde. Et ça,
ça a largement contribué au succès du Japon et pas de la Chine ni de la Corée dans cette modernisation de Meiji, c'est-à-dire de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est cela. Parce que les Japonais n'avaient pas vraiment, disons, ce complexe d'incarner une civilisation qui n'avait pas, disons, de compte à rendre à qui que ce soit, qui devait être la référence. Au contraire, ils étaient déjà dans une attitude d'ouverture, donc de réception, et je dirais même d'acquisition plutôt, d'idées nouvelles. Et en fait, tout ce travail avant 1868 a permis de faciliter la chose après d'accélérer les choses après 68, avec un grand projet éducatif. Je crois que quand on dit l'ère Meiji, on pense à une éducation qui devient quasiment quelque chose de sacré. Oui, l'éducation était déjà assez avancée, mais pour sauvegarder l'indépendance et éviter donc d'être colonisé, le gouvernement japonais de 1868 a lancé un grand projet, mais qui a été en réalité porté pas seulement par le gouvernement, mais vraiment par toute une frange de guerriers qui se sont mis à l'école de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils ont appris les langues, et ce sont ces gens-là qui ont forgé bien tous ces mots nouveaux. Donc c'est un effort intellectuel considérable, parce qu'il a fallu faire comprendre des réalités complètement inconnues, complètement étrangères aux Japonais et aux Asiatiques, donc en utilisant justement les outils qu'ils avaient, en l'occurrence la pensée chinoise. Et ça a été tellement, cet effort a été tellement, disons, couronné de succès que, eh bien, que ces mots qu'ont forgé ces intellectuels japonais de l'ère Meiji, en fait, sont devenus ces mots qu'utilisent non seulement les Japonais, mais aussi les Chinois et les Coréens, et même les Vietnamiens aujourd'hui encore. À vous écouter, on a l'impression que la Chine a servi comme de transition entre l'Europe et le Japon au niveau de la pensée. Oui, tout simplement parce que, si vous voulez, et donc la langue chinoise classique, ce qu'on appelle en Kambun en japonais, c'est pas tout à fait la langue chinoise classique, mais passons. C'était un peu l'équivalent du latin. D'accord. Et avant 1868, il n'y avait pas de langue nationale, ce qui fait que la plupart des intellectuels, quand ils écrivaient des ouvrages, ils écrivaient en chinois classique et pas vraiment japonais. Alors, bien sûr, je caricature un petit peu. Tendance générale. Voilà. Et donc, tout l'effort des intellectuels japonais qui s'étaient formés d'abord au confucianisme, puis en Europe, a été donc d'utiliser les outils conceptuels de la pensée chinoise et aussi japonaise pour comprendre des idées nouvelles telles que la liberté, l'égalité, la souveraineté, etc. La démocratie. La démocratie, bien sûr. D'accord. Et si on reste toujours sur ce schéma-là, des grandes traditions de pensée, si on voulait associer un mot à chacune des trois grandes écoles de pensée qu'on a citées, le confucianisme, tout ce qui respire sous le ciel a une commune nature, on pourrait dire cela? Parce qu'il y a quand même des enjeux écologiques très importants aujourd'hui. Tout à fait. Disons Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter en dehors du ciel unificateur pour le confucianisme? Oui. Le confucianisme se distingue de la pensée chinoise, si j'ai bien compris mes leçons en tant qu'étudiant, c'est de mettre un pari sur l'homme et d'organiser toute la société à partir donc d'un élan moral qui est considéré comme inhérent chez l'homme et qui en fait est un élan qui n'est que l'expression d'un ordre cosmologique parfait. C'est cela. Qui est censé venir de ce qu'on appelle le ciel. Et cette représentation du monde, quelque part, a pu faciliter l'acquisition, disons, de la philosophie européenne, parce que lorsqu'il s'agissait, par exemple, d'introduire les droits naturels, les Japonais ont tout de suite le réflexe de comprendre la nature comme étant ce qui venait du ciel. Oui, oui. Oui, donc il y a des éléments qui font des transitions de ce point de vue-là. Oui. Le bouddhisme, bien sûr, ça vient de l'Inde, mais ça s'est développé autrement au Japon. Oui. C'est la loi universelle de la douleur. Là, cette fois-ci, on change un peu de cap. Et d'ailleurs, c'était ma question tout à l'heure. Oui. Les liens entre le bouddhisme et le confucianisme, est-ce que finalement les deux écoles se sont un peu mélangées, si je puis dire, ou est-ce que finalement elles se sont développées en parallèle et de manière un peu étanche? C'est une question complexe, ne serait-ce parce qu'en Chine, à l'époque des Song, c'est-à-dire au XIe, XIIe siècle, si vous voulez, ce qu'on appelle le néo-confucianisme s'est formé avec l'idée de concurrencer le bouddhisme. Et donc d'acquérir une sorte de dimension philosophique et de reprendre des termes qui puissent faire pièce au discours bouddhiste sur le monde qui entoure l'homme. Et c'est précisément ce néo-confucianisme que les Japonais ont connu, disons, à partir du XVIIe siècle, et ont tenté donc d'acclimater au Japon à une époque où en fait le Japon était largement un pays bouddhiste, à vrai dire.
avec différentes tendances, dont le zen est peut-être l'un des plus connus par le grand public. Mais le fait est que, à partir du XVIIe siècle, au moment où la pensée chinoise connaît une sorte de popularité assez grande parmi les guerriers, au contraire, le bouddhisme, lui, connaît un déclin. Donc, ce qui explique qu'en fait, à l'arrivée, donc à la fin de ils n'ont pas le même rythme d'imprégnation dans la société. Non, et c'est pour ça d'ailleurs que à l'époque Meiji, une tendance chez beaucoup de Japonais, c'était de considérer finalement que le bouddhisme et puis même chez certains la pensée chinoise elle-même était quelque chose qui relevait finalement d'un passé qu'il valait mieux oublier, qu'il fallait complètement se tourner vers l'Europe. Alors, et c'est par réaction contre cette tendance que d'autres ont en fait voulu utiliser bien les outils de la pensée européenne pour revitaliser le bouddhisme, revitaliser le confucianisme et voire créer carrément le Shinto, enfin le shintoïsme. C'est cela. Le shintoïsme qui lui aussi quand même a des accents cosmologiques très importants, les rivières, les fleuves, toutes les j'allais dire les esprits, mais c'est une façon de parler, c'est-à-dire ne pas associer à tous ces éléments naturels simplement de l'inanimé en disant que c'est de la matière brute. Il y a quand même quelque chose qui se rapporte à une forme de spiritualité ambiante. Tout à fait. À ceci près que, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, en réalité, pour ce que les collègues ont pu produire récemment au niveau de la recherche, on a compris finalement que le Shinto a été vraiment écrasé par le bouddhisme à une date précoce. Pour une simple et bonne raison, et en fait on le voit avec les religions polythéistes en Europe face au christianisme ou à l'islam, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de discours salvateur par rapport à un au-delà, un autre monde qui pourrait justifier la présence humaine sur Terre et organiser l'existence humaine sur Terre. Et donc, d'autant plus que dans le cas japonais, donc les croyances ancestrales reposaient finalement sur cette attention pour la nature, mais sans vraiment d'appareil, disons, organisé, de structuré. Ce qui fait que quand le bouddhisme est arrivé avec les communautés de moines, les doctrines organisées dans des livres, avec des rites organisés autour de statues, de musique, etc., etc., il faut bien voir que tout ça, ça a écrasé le Shinto. La structuration bouddhiste a eu raison du shintoïsme oui. Ambiant. Oui. Donc on a voulu préserver la croyance donc dans ces déités qu'on appelle les kami en japonais, mais finalement la situation était que la plupart des gens pratiquaient surtout le bouddhisme et accordaient de temps à autre quelques prières au kami local, c'est-à-dire au dieu local, mais ça se limitait à taper dans les mains, comme je dis souvent à mes étudiants. Alors revenons précisément à vos recherches à proprement parler. Merci oui. pour tout ce contexte sur les grandes traditions de pensée japonaises et en partie chinoises. Vos recherches, je disais tout à l'heure le transfert culturel, vous êtes intéressé à deux grandes figures françaises, Rousseau et Montesquieu, et la manière dont ils ont été traduits et acclimatés. Vous m'avez dit pas seulement traduits, mais acclimatés, et que effectivement il y a un Rousseau japonais qui, jusqu'à une large mesure, tout de même, a imprimé la temporalité actuelle japonaise. Oui, tout à fait. En fait, dans la continuité de ma thèse, j'ai compris que il y avait une circulation des idées au Japon et d'une manière générale en Asie, et qui n'était pas simplement à sens unique, partant de l'Europe pour aller vers l'Asie. Et en prenant connaissance des travaux de Michel Espagne sur le transfert culturel, j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment renverser la perspective et considérer que la circulation était surtout une affaire d'acquisition, donc où les Asiatiques, enfin les Japonais de manière générale, jouaient un rôle actif, et c'était eux qui en fait décidaient d'apporter tel courant de pensée dans un contexte bien précis qu'il fallait éclaircir, et surtout dans un processus de traduction qui n'était pas évident. Parce que même mes collègues japonais, et c'est ce qui a fait l'objet de mes travaux récemment, je me suis aperçu qu'en fait, on était parti d'une sorte de présupposé, d'une évidence qui n'était pas, à savoir que les Japonais ont lu Rousseau et en fait, ils ont compris ce qui était dit, tout ça s'est diffusé sans aucun problème. Au contraire, il y a un problème historique qu'il fallait éclaircir. Lequel ? Eh bien, tout simplement que les textes de Rousseau ou de Montesquieu portent des idées qui n'étaient pas forcément évidentes à comprendre pour un Japonais des années 1870. Il suffit pas juste de traduire, oui. Non, non. Et c'est pour ça justement que le croisement avec la pensée chinoise est important, parce que quand ma stratégie en fait était de contre-traduire, c'est-à-dire de reprendre les traductions japonaises et de les retraduire en français
pour les comparer avec le texte original. Oui. Et je me suis aperçu qu'en fait, les traductions de l'époque ne sont pas des traductions. Ce sont des réécritures. Transposition. Oui. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de trahison. Il n'y a pas de déformation, à part 2 ou 3 cas. Mais dans les cas d'études que j'ai choisis, il y a une sorte d'invention. Donc, il y a une sorte de création, une activité donc créatrice qui consiste en fait à utiliser les termes de la pensée chinoise pour pouvoir les faire comprendre, par exemple les idées de Rousseau ou de Montesquieu aux Japonais, et puis bien sûr au-delà aux Chinois, aux Coréens, etc. Quelque part en fait en dénaturant le confucianisme pour lui attribuer les idées de Rousseau. Mais c'est très intéressant, ça veut dire que finalement, quand 2 cultures se mettent en contact, il y a des formes d'appropriation, et pas simplement de traduction au sens où on véhicule des significations. Non, 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 il y a véritablement une appropriation, et comme je reprends votre mot, de création, d'invention, ou encore votre mot favori, de fabrique. Oui. Et c'est-à-dire que véritablement, c'est pas simplement un Rousseau présent au Japon, c'est un Rousseau assimilé, métamorphosé, oui, sans être trahi, vous dites? Oui, c'est ce que j'essaie de montrer en contre-traduisant la traduction du contrat social, oui, qui est en chinois classique. Pour montrer que, par exemple, pour donner un exemple concret, l'auteur Nakai Chōmin, qui a étudié en France, a délibérément pris le terme de souverain, qui vient du confucianisme, pour montrer que ce qu'on appelle souverain n'est pas un homme, mais un être collectif, qui est en fait le rassemblement de tous les individus, c'est-à-dire de tous les citoyens d'un pays. Ce qui se rapproche un peu de Rousseau. Tout à fait. Alors bien sûr, je schématise, mais avec cette contre-traduction et avec mes explications, j'ai essayé de montrer qu'il y a eu tout un effort, non seulement de comprendre Rousseau, mais aussi et surtout de le faire comprendre aux Japonais, qui étaient en fait motivés par acquérir la liberté et l'égalité, mais sans savoir ce que c'était. J'adapte précisément au monde arabe et à l'Égypte de la Nahda, de la Renaissance au 19e siècle, où tous ces textes ont été traduits précisément de Rousseau, de Montesquieu, mais aussi de Marx, etc. Et il y a eu un peu le même phénomène de redonner, comme on dit en arabe, les ahli zamanina, pour les gens de notre époque, des outils qui puissent leur parler dans leur contexte, bien qu'il s'agisse d'une pensée qui n'a pas émergé dans ce contexte. C'est complexe, mais en même temps, ça tombe sous le sens, parce que quelque chose, quand on dit qu'une chose est simplement importée, il est sûr que ça ne marche pas, il faut qu'elle trouve son sol. Et là, vous vous intéressez à la manière dont un nouveau sol se reconstitue. Oui. Alors ça, c'est un point très important, parce que les enjeux se posent aujourd'hui encore, à l'heure où nous parlons. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu 2 écoles, si vous voulez, pour faire très simple. Il y a ceux qui ont considéré que ces idées importées de l'Europe étaient européennes et ne concernaient pas finalement le Japon. Ce qui pouvait finalement tomber à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec le discours qui considérait que la démocratie, l'individualisme, la liberté, tout ça, c'était finalement l'Europe. Ça ne concernait pas les Asiatiques. Et puis il y a l'autre école, celle sur laquelle je m'intéresse finalement, celle de Nakai Chōmin et d'autres encore, qui considèrent qu'en fait, contrairement à ce que les Européens eux-mêmes disent, il n'y a pas de race, il n'y a qu'un seul genre humain. Donc il n'y a qu'une seule perspective, c'est une perspective universelle. Et Nakai Chōmin lui-même, en fait, considérait que la pensée chinoise et la pensée européenne, finalement, allaient dans le même sens. Et il n'y avait aucune raison de rejeter l'une pour l'autre sous prétexte d'une supériorité quelconque. Et ce qui lui a permis, du coup, d'essayer de montrer à ses compatriotes que les idées portées par Rousseau, en l'occurrence de manière plus générale les idées démocratiques, n'étaient pas des idées européennes, c'était des idées universelles qu'on pouvait tout à fait acclimater au Japon et qui pouvaient même servir d'outils pour critiquer les Européens, par exemple par rapport au colonialisme. Ah oui. Et comment prend place l'esprit des lois de Montesquieu dans cette entreprise? C'est la même chose, c'est-à-dire on reprend la notion de loi qui précisément semble chez Montesquieu quand même, elle a son propre sol, son contexte, 18e français et européen. Et là, la traduction, pardon, pas traduction, l'adaptation, voilà. Qu'est-ce qu'elle donne? Alors, ça fait l'objet de mes travaux les plus récents. C'est un travail collectif d'ailleurs qui Vous venez de publier d'ailleurs quelque chose sur ce point. Voilà, c'est un numéro de la revue Lumière qui porte justement sur la réception de l'esprit des lois en Asie. Donc c'est un travail collectif.
moi je me suis occupé du Japon et j'ai essayé de montrer que le contexte est légèrement différent de celui de Rousseau, pour la simple et bonne raison que une des premières tâches du gouvernement japonais, c'était donc d'édifier un État moderne, et ce qui suppose du coup d'avoir un appareil juridique modernisé. Donc de se mettre à l'école du droit. Et à l'époque, comme vous le savez sans doute, eh bien le droit, enfin le pays de référence pour le droit, c'était la France, avec le Code Napoléon, etc. Et donc forcément, un auteur comme Montesquieu, qui est vraiment avec l'esprit des lois, eh bien le père, un des pères justement de cette école de droit nouvelle, a fait l'objet d'une appropriation sous commande du gouvernement. Alors que dans le cas de Rousseau, au contraire, le gouvernement avait assez vite compris que Rousseau était très dangereux, Subversif. était subversif. Donc les acteurs qui ont été à l'origine de cette appropriation, dans le cas de Rousseau, ne sont pas les mêmes que dans le cas de Montesquieu. Pas tout à fait. Et j'essaie de montrer que dans le cas de Montesquieu, en fait, il y a plusieurs tentatives, certaines qui veulent aller dans le sens du gouvernement, donc de montrer que les lois doivent s'adapter à un pays. Donc ça, c'est très bien pour Oui. le gouvernement. Tandis que d'autres, c'est-à-dire ceux-là même qui lisent Rousseau, au contraire, ont retenu surtout le côté libéral, le côté plutôt démocratique de Montesquieu, et de montrer que, eh bien, connaître Montesquieu, l'esprit des lois, c'est comprendre que le droit naturel doit faire l'objet, en fait, d'une appropriation par les individus et pas par une institution comme l'État. À vous écouter, que ce soit pour le confucianisme, pour le shintoïsme, pour le bouddhisme, pour Rousseau, pour Montesquieu, aucune culture n'est isolée et qu'il n'y a pas de spécificité dite culturelle. Il y a toujours de réinvention avec des courants qui viennent de ci, de là, et qui font une espèce d'osmose locale et qui est performante, c'est-à-dire qui agit, interagit et produit des effets. Alors, produit des effets, on arrive au troisième moment déjà de notre émission, produit des effets, j'ai envie de vous poser cette question qui me taraude depuis longtemps. Une double question. L'ère Meiji, vous dites dans vos travaux que l'ère Meiji, depuis donc 2 siècles, 1 siècle et demi, pour être précis, a changé le rapport des Japonais à la temporalité. Oui. Alors vous allez peut-être donner des indications là-dessus, c'est ma première question. Et l'autre question, c'est les lumières multiples. Nous avons, vous et moi, collaboré dernièrement au Collège de France à l'invitation de Antoine Lilti sur les lumières multiples. Alors, comment pensez-vous ces lumières multiples, c'est-à-dire l'usage de sa raison, l'usage de sa conception, l'usage de son jugement, qui sont un élément présent dans le genre humain entièrement, le genre humain entier conçoit et juge, et on appelle ça des lumières. Alors, 2 questions. D'abord sur les temporalités, le changement de la temporalité par cette accélération du moment éducatif, du moment Meiji de développement, avec cette idée, est-ce que c'est du développement moderne non occidental ou du développement moderne et occidental? Et puis par ailleurs, le concept de lumière multiple. D'accord. Alors par rapport à la modernité et à la temporalité, le fait est que les Japonais ont acquis une civilisation industrielle assez rapidement, qui a provoqué une accélération sur tous les plans de la culture matérielle, que ce soit les déplacements, le mode de vie, etc. Et ce qui fait que assez rapidement, les gens se sont rendus compte que l'époque d'Edo, qui n'était pas si lointaine, hein, c'était l'époque d'Edo, c'est-à-dire 17e, 18e siècle et puis 19e siècle, cette époque-là qui a vu s'effondrer le shogunat, etc. Et finalement, sur le plan de la culture matérielle, c'était devenu quelque chose, une réalité très lointaine. Et donc, du coup, les Japonais ont facilement adopté une vision binaire qui voyait, disons, la féodalité d'un côté, associée à un passé qu'il fallait, du coup, oublier, et une modernité qui, du coup, est émancipatrice. Et cette modernité, est-ce qu'elle était occidentale? Alors ça, c'est une question très importante, parce qu'elle a mené à certaines tragédies au Japon, puisque ça a mené le Japon à la guerre. Tout simplement parce que les Européens eux-mêmes voulaient expliquer aux Japonais que la modernité était forcément européenne. Les Japonais ont refusé ce discours et au contraire ont tenté d'intégrer cette modernité pour montrer que finalement la modernité est universelle. Mais cette dichotomie entre un Orient et un Occident
l'un qui serait moderne, émancipateur et l'autre qui ne le serait pas, a fini aussi par troubler certains esprits, donc conservateurs ou même fascistes pour certains, qui du coup ont voulu retourner le discours contre les Européens en disant finalement vous avez raison, mais justement on va refuser tout ce que vous proposez et on va se retourner vers le passé. Donc, si on étudie un petit peu les courants politiques actuels, que ce soit en Chine, au Japon ou ailleurs, on retrouve un petit peu ces tendances réactionnaires qui se fondent sur cette mauvaise compréhension de la temporalité nouvelle. Et pour la deuxième question, le temps déjà nous est un peu compté. Oui. Juste rapidement sur les lumières multiples, c'est quand même un projet extraordinaire de dire que partout dans le monde, les gens sont animés par un égal besoin de lumière. Oui. À vrai dire, ça c'est un projet que je compte développer à partir de cette année, à partir de les travaux sur Montesquieu et Rousseau. Donc c'est vraiment un chantier qui commence tout juste et j'ai bon espoir de montrer que le concept de lumière n'est pas un simple terme venu de l'Europe, mais là encore fait l'objet d'une appropriation, donc d'un transfert, avec l'idée que, au Japon aussi et ailleurs, il y a des figures qui adoptent la même attitude telle qu'on l'imagine pour les Lumières du XVIIIe siècle, et ce sont ces figures-là qui ont forgé le Japon tel que nous le connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de votre contribution, de votre passage dans notre émission. Merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour votre effort, pour votre écoute, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.